Mes chers collègues, bonsoir à tous. Je vous propose que nous puissions ouvrir la séance en remerciant le maire d'Oulgat qui nous accueille dans sa salle des fêtes. Et nous allons commencer, comme il se doit, par l'appel. J'en ai un. J'en ai trois. Du coup, ça permet de... Avant l'appel, je voulais souhaiter un bon anniversaire à Amandine de Léon, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Alain Assement, Didier Beaujouan, pouvoir à Denis Moisson, Marie-Louise Besson, Philippe Blavette, Nadia Blin, Alexandre Bouillon, Jean-Louis Boulanger, je ne l'ai pas vu, non. François Caligny-Delahaye, Thierry Cambon, Julien Champin, Christophe Cliquet, Olivier Collin, Chantal Courbier, Colette Krief, Denise Davout, Amandine de Bonnet de Léon, Didier Delprete, Anne-Marie Le Peigne, Annie Dubos, Tristan Duval a donné pouvoir à Emmanuel Porc, et, Bernadette Fabre, Jean-Louis Fouché, Christine Garnier a donné pouvoir à François Caligny-Delahaye, Daniel Garnier a donné pouvoir à Pierre Mouraret, Garnier Jean-Luc, Gauguin Sophie a donné pouvoir à Amandine, Annie-France Gérard, Patrice Germain, Grana Isabelle, pouvoir à François Vanier, Grescoviac Jean-Luc, Élie François, Olivier Homol, Roland Journet, Kiernovski Valérie a donné pouvoir à Grescoviac Jean-Luc, Harold Lafay, Alain Larousserie, Sandrine Le Baron, Didier Lecoeur, Annie Lelièvre, Francine Lelièvre, Denis Leloup, pouvoir à Gérard Martin. Laurent Lemarchand, Xavier Madeleine, Maillard Lionel m'a donné pouvoir, Serge Marie, Gérard Martin, Marie-Laure Mathieu, Denis Moisson, Yves Moreau, Jean-François Morel a donné pouvoir à Olivier Collin, Jackie Morin, Johan Morlot, Stéphane Moulin, Pierre Mouraret, Gérard Naïmi, Payola Marc, Martine Patourel, Brigitte Paturel, Olivier Paz présent, Sylvie Penel, Alain Perronnet n'est pas là, Géry Picodot, Emmanuel Porc, Patrick Thibout, François Vanier, Gilles Walter va arriver certainement en cours de séance. Merci beaucoup. Nous demandons à Emmanuel d'assurer le secrétariat de la séance et je l'en remercie par avance.
avant d'aborder l'ordre du jour, comme d'habitude, l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 19 septembre 2024. Est-ce qu'il y a sur ce Conseil communautaire, sur le compte-rendu qui en a été fait, des remarques ou des modifications à apporter? Ok, s'il n'y en a pas, je le soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Nous passons, comme il se doit, aux délibérations qui ont été prises tout d'abord par le Conseil communautaire et ensuite celles que j'ai été amené, moi, à prendre au titre de la délégation que vous m'avez accordée. Donc, le bureau communautaire, en date du 23 septembre, a pris une délibération relative à l'avenant de convention de ressources humaines pour l'ajout des communes de Dosjou et de Petiteville. Une autre délibération qui concerne l'avis de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge sur la modification des documents d'urbanisme de Petiteville et de Saint-Sanson. Une délibération relative à l'adhésion de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge aux agences d'urbanisme de Caen Métropole et du Havre-Estuaire de la Seine. Une délibération relative à la signature de la convention tripartite avec le conseil départemental, comme vous en avez l'habitude de le faire, sur la commune de Bréville-les-Monts. Et le 21 octobre, le conseil communautaire a délibéré sur la convention cadre Petite Ville de demain portant actualisation de l'organisation et du financement et du chef de projet. La délibération relative à l'admission en non-valeur aux créances éteintes, arrêt des listes de créances en non-valeur et créances éteintes. Une délibération relative à la mise en disposition des gymnases d'intérêt communautaire et portant autorisation au président pour la signature de convention. Une délibération relative à la prise en charge des frais de scolarité pour les enfants qui fréquentent l'école de Troarn, essentiellement les écoles de Saint-Sanson. Une délibération pour les frais de scolarisation des enfants scolarisés hors périmètre communautaire, avec l'autorisation qui m'est donnée de signer les conventions. Une délibération relative à l'adhésion de la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge au réseau vélo et territoire. Une délibération relative à l'entretien des routes, même chose, mais s'agissant de Saint-Sanson cette fois-ci. Et une délibération relative à l'avis sur la modification du plan local d'urbanisme d'Hérouvillette. J'ai été amené, pour ma part, à prendre quelques décisions. L'une qui concerne la réponse à un appel d'offres pour les instruments de musique de notre école. Le lot numéro 1 a été remporté par Lordel Musique pour 19 485,60 €. Le lot numéro 2, Atelier Le Canu, pour 5 500 € TTC. Et le lot numéro 3 pour Lordel Musique pour 5 251,20 €. Une décision suite à un avis, à une réunion de la commission d'appel d'offres pour signer un marché avec l'entreprise We Are Public, avenue de la Côte de Nac, pour un montant de 23 988 €. Une décision pour un contrat de prêt bancaire auprès de la Banque Postale, avec des caractéristiques que Olivier Hommol serait à même de vous expliquer mieux que moi, avec le score Gissier qui est à 1A, le montant du prêt 896 806 €, la durée 12 ans, l'objet, donc le refinancement de la dette, c'est l'opération qu'on a fait pour sortir de notre dernier dossier qui pouvait être considéré comme toxique ou pré-toxique. Et donc un taux d'intérêt annuel de 3,53% et un taux effectif global avec les frais de 3,54%. Un avenant numéro 3 dans un accord cadre pour matériel et fourniture informatique. Donc simplement, c'est des avenants qui étaient prévus et que j'affermis par la sorte. Une convention de prêt Néo-Expérience, un mur interactif avec l'intercommunalité Terre d'Argentan. La création d'une régie de recettes sur le SPANC.
avec donc toutes les précisions dans ce domaine. Signé avec la commune d'Escoville une convention de remboursement de la facturation en eau potable pour la réduction de l'école intercommunale d'Escoville et de la salle des fêtes communale. Et on s'arrête là. Voilà pour ce qui est des décisions qui ont été prises soit par délibération de 2 bureaux, soit dans le cadre de la délégation qui m'avait été accordée. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points? S'il n'y en a pas, nous pouvons donc aborder le... Je vois que Bernadette Fabre est arrivée, on l'a noté. J'ai repéré le chapeau, Bernadette. Allez, on peut aborder l'ordre du jour, donc actualisation des représentants de la communauté dans les organismes extérieurs. Il y avait un certain temps qui s'est passé depuis l'élection et il y avait donc quelques changements à opérer après 4 ans d'exercice. Alors, nous avons donc 3 nouvelles nominations. Donc, à Calvados Attractivité, c'est Jean-François Morel donc, qui représentera la communauté de communes. Hein, Calvados Attractivité étant l'organisme qui ce qu'on appelait autrefois, comment ça s'appelait autrefois, le comité départemental du tourisme, c'était voilà, ça a changé de nom. Pour la copropriété Guillaume le Conquérant, où nous avons l'office de tourisme de Dives, c'est moi qui suis représentant en titre, mais je déléguerai le cas échéant, les réunions de copropriété étant pas ce qu'il y a forcément de plus formidable. Surtout celle-là, d'après ce qu'on a pu me dire. Et l'association Vélo et Territoire, à laquelle nous avons décidé d'adhérer lors d'un dernier bureau, c'est très naturellement François Vanier qui est pressenti donc pour représenter la communauté de communes. Je vous donne maintenant, ça c'était les 3 nouveautés, et je vous donne maintenant donc les présences dans les différentes organismes extérieurs, et bien entendu vous pouvez intervenir soit si vous voulez sortir de la commission, enfin de la représentation Normandie-Cabourg Pays d'Auge dans cet organisme, soit au contraire. Alors sachant que pour nombre d'organismes, j'allais dire, le nombre de places est prévu, bien entendu, par les statuts ou par les textes, et que on ne va pas éjecter quelqu'un pour faire rentrer quelqu'un, donc il faut qu'il y ait un sortant pour qu'il y ait un entrant. Voilà, je pense que c'est relativement simple. Donc pour le GAL leader, donc Scott Camp Métropole, alors je ne sais pas par contre, il va durer combien de temps encore celui-là, François, parce que ça m'interroge. Pardon, excuse-moi. Il est en fin de vie pour la période précédente. Il y a juste un épurement qui est en train d'opérer actuellement, pour lequel on a des consultations écrites en ligne. Très bien. Donc ça se termine, hein, véritablement. Vous savez que nous étions auparavant sur 2 GAL, puisque historiquement Cabalor était sur le GAL de la métropole caennaise et le reste du territoire était sur le GAL du Pays d'Auge, et qu'on a fait le choix d'être entièrement sur le GAL du Pays d'Auge. Mais on a encore une présence, puisqu'il faut effectivement, jusqu'à ce que tous les crédits aient été actés, on reste présent. Il y a une répartition nouvelle des crédits qui sont faits, puisqu'il y a eu des projets qui n'ont pas abouti, donc les montants n'ont pas été versés, des projets qui ont été abandonnés. Les montants n'ont pas été versés. Il y a une nouvelle répartition qui est en cours. Très bien. Alors autrement, donc dans le comité de programmation 2023-2027 pour le GAL, donc leader, c'est Amandine et moi-même donc qui siégeons. Et le GAL leader, donc qui, on avait évoqué ça. Je crois qu'il faut rien changer parce que il y avait eu tout un débat par rapport à la taille des communes, par rapport à la parité. Donc ça avait été assez compliqué. Donc, Germain Patrice est titulaire, Beaujouan Didier est titulaire, Kiernovski Valérie est suppléant et Nadia Blin est suppléante. Oui. Pour cette affaire-là, je comprends. Je ne savais pas qu'il y avait 2 représentations différentes, une pour un comité de programmation et l'autre pour le groupe lui-même.
comité qui se réunit tous les mois me semble être le comité, me semble être le groupe d'action locale. Oui. Mais c'est pas. Je comprends mal la présence des deux groupes, d'autant que, a priori, je suis suppléant des maires de petites communes dans ce même groupe. En le lisant, c'est ce qui me semblait, donc j'étais un peu étonné. Ceci dit, comme c'est quelque chose, jusqu'à présent, évidemment, je n'y allais pas, puisque la titulaire y était présente. Moi, Je pense qu'il y a une erreur. qui m'intéresse, mais il faudrait que ce soit quand même. Non, mais je précise. Il y a eu une première qui était simplement, on a été audité pour savoir quelles opérations avaient paru intéressantes dans le précédent programme et qu'est-ce qui était à privilégier dans le programme à venir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce travail-là est terminé. C'est-à-dire qu'Amandine et moi, nous ne serons plus appelés à donner un avis. Ensuite, il y avait, et je me rappelle bien, de ces 4 personnes qu'il fallait désigner avec des critères très particuliers quant à la taille des communes, à la parité qui était demandée. Et je me souviens que tu regrettais de n'être que suppléant puisque tu avais suivi avec assiduité les travaux du précédent GAL. C'est pour ça que je suis étonné de te voir marqué comme titulaire. Mais on va faire... D'autant que la titulaire, elle n'est pas nommée dans cette liste. Oui, la liste n'est pas bonne, là. Je ne sais pas qui a donné cette... Je peux dire un mot ? Oui. Pour moi, c'est pas la bonne liste. Effectivement, il y a... Oui, complètement. Pardon, excuse-moi. Non, mais c'est pas un problème. En fait, dans le GAL Pays d'Auge, il y a également 2 personnes autour de la salle qui participent aux réunions du GAL et au comité de programmation, c'est-à-dire Marie-Laure Mathieu pour la commune d'Auberville et moi-même pour la commune de Ranville. Voilà. Mais nous ne sommes pas désignés par le conseil communautaire. Nous avons fait acte de candidature au titre. Alors, il y avait petite commune, commune moyenne, commune dans un secteur urbain ou périurbain ou rural. Et ça avait été un petit peu compliqué dans la désignation. Il fallait faire acte de candidature et c'était le conseil départemental. Je crois que c'était le conseil départemental, oui, qui retenait la candidature qui convenait à leurs critères. C'est ce qui me semblait. Et moi, j'ai également une suppléante qui est présente ici, en la personne de Chantal Courbier. Mais s'il y a un poste de titulaire au titre de l'intercommunalité, moi, ça me va très bien. Oui, parce que là, aujourd'hui, ce sont les représentants de la communauté de communes et non pas les représentants des communes. Pour faire simple, je ne pense pas que le département puisse nous demander d'un côté de lui présenter des noms en donnant des critères très particuliers, et de notre côté, nous demander d'élire d'autres personnes. Je sais qu'on aime les choses compliquées en France, mais ça me semblerait quand même... J'avais été surpris également, puisque nous avions délibéré en conseil communautaire ici pour désigner Marie-Laure et moi. Oui. Et par la suite, on nous a demandé de faire acte de candidature au nom de la commune. Et il y avait eu également, je crois qu'il avait dû y avoir 1 ou 2 communes qui avaient fait acte de candidature. On reverra ce point-là, je suis dubitatif. Ça n'avait pas été simple. Là, ici, oui, mais enfin, est-ce que ces représentants de l'intercommunalité ont été convoqués une seule fois? Ah bah, chaque commune. Non, mais là, tu es convoqué à quel titre? Je suppose que c'est au titre suppléant. Et quand j'y suis allé une fois vraiment en faisant suppléant, Ah ouais. Les représentants du département, des représentants du département m'ont dit, mais surtout venez à chaque fois parce que ça peut être utile. Bon, donc c'est pour ça que je dis, ça me va très bien d'être représentant de l'intercommunalité. Attends, ne t'emballe pas, ne t'emballe pas. Voilà. Les suppléants reçoivent également les convocations. Ouais. Non, mais je n'imagine pas que le département puisse nous demander d'un côté de désigner, de demander les désignes pour redemander l'intercommunalité d'autres noms. Enfin, on va mettre tout ça au clair. C'est ce qui s'était passé. Le conseil pour le développement du port de Caen-Ouistreham, donc c'est Olivier Collin et Bernadette Fabre, suppléante. La dernière réunion aura lieu le 4 décembre.
Et après ça, c'est fini. Clôture. C'est ce qu'on appelle la retraite progressive, Olivier. Tout à fait. Je me ménage. OK. Le collège de Dives-sur-Mer, nous avons Anne-Marie Depeigne et Denise Davout. Anne-Marie étant titulaire et Denise étant suppléante. Le collège Paul Éluard à Dives-sur-Mer. Anne-Marie Depeigne est titulaire. Alors, je ne sais pas parce que parce que je vois que pour les 3 collèges ensuite là, on n'a qu'un titulaire. Est-ce que le conseil départemental, je ne sais pas quelle est la. On peut désigner un suppléant aussi à ton avis? Oui. Donc, à l'heure actuelle, j'ai Anne-Marie Depeigne qui est titulaire pour le collège Paul Éluard. J'ai Xavier Madeleine qui est titulaire pour le collège Alfred Kastler. Et j'ai Denise Davout qui est titulaire pour le collège Louis Pergaud. Donc, il faudrait qu'on puisse proposer un suppléant pour chacun de ces collèges, de ces conseils d'administration. Moi, je veux bien sur le collège des Paul Éluard. Mais tu y es pas en tant que ville, non? C'est pas moi qui suis en tant que ville. C'est mon adjoint, Eric. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre, pas de problème. S'il n'y a personne. Pour le collège Alfred Kastler. Yves, non? Allez, Yves Moreau. En suppléant, hein, donc. Et pour le collège Louis Pergaud à Dozulé. Oui, Alexandre Bouillon. Merci beaucoup. Nous continuons, alors toujours le GAL, mais uniquement la question de la pêche et de l'aquaculture, où il y a une enveloppe dédiée, mais qui est assez limitée. C'est Olivier Collin qui est titulaire et Amandine de Bonnet-de-Léon qui est suppléante. Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de réunions. Mais... On vient d'en avoir une. Ah bon, eh ben voilà. Centre sportif de Normandie. C'était Tristan Duval qui était titulaire et j'étais suppléant. Non mais il faut que Tristan... Oui? Non, pas beaucoup. Pas du tout. Mais heureusement, j'y suis. On note le maire de Cabourg, enfin, oui, il fera pas de problème. Non. Emmanuel Porc, titulaire, et Olivier Paz, suppléant. Alors, le syndicat mixte du bassin de la Dives, je sais qu'on en avait parlé lors d'un dernier conseil communautaire. Donc, je vous rappelle les titulaires et les suppléants. Son titulaire, Olivier Collin, Gérard Martin, Marie-Louise Besson, Patrice Germain, François Vanier, Brigitte Paturel. Et son suppléant, Amandine de Bonnet-de-Léon, Annie Lelièvre, Patrick Thibout, Nadia Blin, Jackie Morin et Valérie Kierlowski. Alors, la question était de savoir s'il y avait effectivement des personnes dans les titulaires. Je veux dire qu'il n'y allait jamais. On ne va pas désigner. Et si... Okay, oui? Non? Pour ma part, j'y vais quand il y a des sujets qui intéressent directement la GEMAPI. D'accord. Oui, c'est ce que tu nous avais dit la dernière fois. Je fais confiance à Patrice pour me reporter les choses, mais on va être très clair, je souhaite rester titulaire parce que sur la GEMAPI, ça me semble hyper important que j'y sois. Je dirais que de toute façon, Gérard, François, Brigitte, Annie, Patrick, Thibout en particulier sont quasiment systématiquement présents. Bon, donc il n'y a pas de problème.
il n'y a pas de problème, sachant qu'une partie est titulaire, une partie est suppléant, mais les noms que j'ai cités sont quasi systématiquement présents. Abondance de biens ne nuit pas. Voilà. Mais c'est même nécessaire parce qu'on n'a pas toujours le... Pardon. On est toujours limite Qui a demandé encore. la parole? Oui. Alors, je veux bien échanger avec Annie Lelièvre, qui, elle, veut être titulaire. Et moi, je prendrai sa place de suppléante. Pour moi, je veux bien. Alors, Par donc, contre, je suis dans Brigitte Paturel deviendrait suppléante. Oui, et Annie, titulaire. Par contre, je suis dans le bureau, il faudra qu'elle prenne ma place quand même. Mais j'avais déjà parlé au président, D'accord. monsieur D'accord. Alquier. Bon, bah Annie, on continuera à covoiturer. Il y a des trucs qu'on ne sait pas en fait. Et ensuite, pour terminer, le syndicat départemental d'énergie du Calvados, le SDEC, où c'est Géry Picodot et Johan Morlot qui sont tous les deux titulaires. Mais alors, je sais que Patrice, toi, tu y es au titre... Je suis au titre du SDEC, c'est-à-dire délégué de ma commune. Ah oui, d'accord. Non, parce que c'est un peu compliqué, le SDEC. Commission locale, et je suis au titre du SDEC et je suis membre du bureau. Très bien. Alors, je dis à Serge Marie que quand il a des soucis avec le SDEC, il peut aussi interroger les titulaires de la commune, de la communauté de communes, pour essayer de le... Son voisin, par exemple, comme ils sont côte à côte. Il y a plusieurs titulaires représentants au conseil d'administration au titre des communes. Alain en particulier a été désigné récemment et est présent systématiquement. Et puis je n'ai pas en tête tous les autres, mais on est en général quand même toujours 3 ou 4 du territoire. Alors, j'ai une demande de prise de parole. Définitif, au niveau du SDEC, on est 6 au niveau à NCPA. Moi, j'en fais partie. Il y a M. Bertaille qui est Victo. Alors, ça va poser un problème. Parce que, disons que comme on va fusionner à la fin de l'année, il faudrait qu'on soit réélu au niveau communal. Je ne sais pas comment ça va se... Bah, j'en ai parlé apparemment. Donc, si on est, donc, lorsqu'on va faire les élections, donc en début janvier, si on est réélu, ça pose pas de problème. Parce qu'on se retrouve à 2 sur la même commune. Oui. Ok, c'est noté. Je continue. Donc, le CIVEDAC, où sont titulaires Olivier Paz, Patrice Germain, Isabelle Grana, François Cagny-Delahaye, Annie Lelièvre, Annie Dubo et Franck Hilbé. Et son suppléant, Christophe Cliquet, Géry Picodot, Sandrine Le Baron et Valérie Kierlowski. Un Géo Calvados, c'est Patrice Germain qui est titulaire. La mission locale, c'est Christine Garnier qui est titulaire et Francine Lelièvre qui est titulaire également. Oui. Je suis régulièrement seule. Je n'ai jamais rencontré Madame Garnier aux convocations du conseil d'administration de la mission locale. Et je suis très ennuyée car là, dans ce premier semestre de l'année, les réunions étaient sur d'autres commissions que j'avais. Et c'est vrai qu'en ce début d'année, je n'ai pas pu me présenter à la mission locale aux réunions. Bon, donc, je suis désolée, mais je suis toute seule. Pierre Mouraret verra avec Christine pour ce qu'il en est. Au tout début du mandat, parce que comme elle ne venait pas, une fois j'ai voulu lui donner pouvoir et ça n'a pas pu marcher puisqu'elle ne venait pas. Et j'avais dit à la mission locale de voir avec l'Interco pour savoir si on pouvait la solliciter un peu plus expressément de façon à ce qu'elle s'y dérange, mais je n'ai jamais eu de retour. Ok. Comité de direction de l'EPIC, donc Olivier
Collin, Pierre Mouharet, Olivier Homolle, François Morel, Alexandre Bouillon, Olivier Paz, Bernadette Fabre, Didier Lecoeur, Sophie Gauguin, Jean-Luc Gress. Alors, après ça, Sophie Gauguin suppléante, tous les précédents étaient titulaires. Jean-Luc Gress-Noviac est suppléant, Christophe Cliquet est suppléant, Francine Lelièvre est suppléante, Patrick Thibault est suppléant, Thierry Cambon est suppléant, Laurent Lemarchand est suppléant, Jean-Marc Payola est suppléant. D'une manière générale, sauf une fois où on a appelé Francine justement en catastrophe, on a toujours le quorum et on a une bonne assiduité à notre comité de direction. Bon, après ça, les trois autres, c'est les trois que je vous ai cités en début de liste, à savoir Jean-François Morel pour Calvados Attractivité, moi-même pour la copropriété Guillaume le Conquérant et François Vanier pour l'association Réseau Vélo et Territoire. Ok, donc en dehors du GAL sur lequel on va revoir la copie pour bien comprendre qui représente quoi et dans quel ordre, nous avons noté les quelques modifications qui ont été apportées et je vous demande déjà donc d'approuver l'ensemble de ces éléments. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité, merci. Et nous passons aux finances avec une proposition de révision libre de l'attribution de compensation pour la commune membre de Cabourg. Et je pense que c'est Olivier Homolle qui nous présente ces éléments. Oui, merci Olivier. Donc il s'agit de la proposition de la révision libre de l'attribution de compensation de l'AC pour la commune de Cabourg suite à deux éléments différents, distincts, mais qui tous les deux ont une influence sur l'AC et donc ils sont repris dans la même note de synthèse et dans la même délibération pour ne voter qu'une fois une modification de l'AC. Je rappelle que cette année, le montant de l'attribution de compensation perçue par la commune de Cabourg est de 370 854,61. Donc, la première des deux raisons, c'est le recouvrement de la compétence tourisme qu'a repris la commune de Cabourg depuis le 1er janvier 2024. Là, comme vous le savez, la CLECT s'est réunie et a siégé le 1er juillet, si j'ai bonne mémoire, je ne sais plus s'il a démarqué, oui, le 1er juillet, pour donner ses travaux, et elle a donné un rapport, et donc ça a été acté qu'effectivement, il y avait du coup, pour la commune membre de Cabourg, elle devait reverser à la communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, de manière annuelle et via le mécanisme des attributions de compensation, la somme de 89 659,42 €. C'est ce qui avait été fixé et qui a d'ailleurs donné lieu ensuite à un vote des différentes communes qui a eu lieu en octobre, là, principalement, assez récemment. Il y a par ailleurs un deuxième sujet qui est pour le centre aqualudique cette fois-ci, donc rien à voir avec l'Office du tourisme, et pour mettre en œuvre de façon pratique et effective l'engagement qui avait été fixé au moment où il avait été décidé que la communauté de communes allait bâtir ce centre aqualudique sur la commune de Cabourg et que la piscine de Cabourg, qui servait pour les scolaires et pour un certain nombre de choses, allait du coup s'arrêter et que du coup le montant de la participation financière forfaitaire annuelle avait été fixé à l'époque à un montant de 325 000 € qui est lié au fonctionnement de cette piscine et qui vient donc compenser une partie du déficit, puisque c'est clair que le fonctionnement du centre aqualudique, bien évidemment, est en déficit. Il est précisé que cette contribution comprend bien évidemment le coût lié à l'attribution des créneaux aux associations caddie aux plongées et Surf Rescue, qui sont comme de façon inchangée comme c'était jusqu'à présent, simplement ils le font dans le centre aqualudique au lieu de le faire dans la piscine de Cabourg comme avant. Et par ailleurs, il faut savoir que comme le personnel de la piscine de Cabourg n'a pas été repris en intégralité, ou en tout cas la plus grosse partie n'a pas été reprise. Comment ? Pas un, c'est ça ?
Hein, j'hésitais entre 0 et 1, mais 0, 0. Donc, n'a pas été repris. Du coup, effectivement, le montant qui avait été de 325 000 doit être donc diminué d'autant de cette somme-là, qui correspond en l'occurrence à une somme de 57 000 euros par an. Par ailleurs, il y a aussi la question des charges liées à l'accueil des scolaires de la ville de Cabourg, puisque ceux-là vont être directement assumés par la commune de Cabourg, qui paye directement le prestataire au centre aqualudique. Et donc, on ne va pas leur faire payer, bien évidemment, 2 fois. Et donc, ce coût doit être déduit également des 325 000 qui sont prévus. Alors là, il y a une petite rectification à apporter par rapport au document que vous avez reçu. Il vous a été mis une somme de 8 000, combien 8 000, je ne sais plus, 8 890 ou quelque chose comme 80, ça, 80. Ou 80. Et en fait, il s'agit de 13 440. Pour quelle raison? C'est parce qu'il y a un certain nombre de créneaux qui n'avaient pas été comptés. Les créneaux sont les créneaux où les scolaires de Cabourg viennent à la piscine. Donc, il y a une petite rectification et donc il faut écrire 13 440 au lieu de 8 880. Par ailleurs, il faut noter aussi que, bien évidemment, c'est fonction du nombre de créneaux et donc il est important d'acter. Et donc, dans la délibération, indépendamment de corriger ce chiffre, on rajoutera aussi une petite phrase, un petit considérant pour indiquer le nombre de créneaux auxquels ça correspond. En l'occurrence, c'est 168 créneaux. Et c'est important de le noter pour si jamais un jour il y a, dans quelques années, quelque chose à revoir là-dessus, qu'on sache quelle était la base du calcul et comment ça a été fait. Du coup, effectivement, si vous faites les 325 000 moins les 57 000 et moins les 13 440, vous arrivez du coup à un montant à hauteur de 254 560 euros, qui est donc ce qui doit être dit. Enfin, l'attribution de compensation que reçoit aujourd'hui Cabourg doit donc être, à partir du 1er janvier prochain, diminuée de ce montant. Il y a encore une petite particularité, c'est que l'année 2024 est évidemment une année de transition. Le centre aqualudique a ouvert en milieu d'année, donc pour faire simple, on va dire que c'est 50%, comme ça c'est quand même un petit peu plus simple, le reste c'est des pouillèmes. Et ce montant-là, il faudra que ça donne donc la moitié des 254 000, c'est-à-dire en l'occurrence 127 280. Il faudra que ce soit une convention particulière qu'on établira pour cette deuxième moitié de 2024, sachant que la modification d'attribution de compensation, elle entre en vigueur au 1er janvier 2025, celle qu'on vous propose de voter. Voilà. Donc ça veut dire que du coup, le calcul donne 370 854,61, qui est donc ce que touche Cabourg aujourd'hui au titre des AC chaque année, et donc en 2024, moins 254 560 et moins les 89 656,42 qui sont le premier élément pour la partie de la reprise du tourisme, ce qui donne un montant de 26 638, qui est donc légèrement supérieur à celui que vous avez de 22 000, du coup j'ai plus de 22 075,21, donc c'est 26 638. Voilà, donc ce qui vous est proposé, c'est effectivement de voter cette révision libre qui devra bien évidemment être votée dans les mêmes termes et de la même façon par le conseil municipal de Cabourg, à compter du 1er janvier 2025, pour ramener donc cette attribution de compensation au montant de 26 638 euros. Et de décider qu'en ce qui concerne la participation financière pour l'année 2024, une convention spécifique sera conclue avec la commune de Cabourg afin que la communauté de communes puisse percevoir la somme de 127 280 pour uniquement cette deuxième moitié de l'année 2024. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Le résumé de M. Homol est absolument parfait. À un bémol près, enfin une précision prête. Les 57 000 euros de réfaction qui correspondent au fait qu'il n'y ait pas eu de reprise du tout
de personnel de la ville de Cabourg qui ont été soit en retraite, soit reprises par la ville elle-même, ne représente pas la somme exacte évidemment de ce que ça a coûté à Cabourg, mais représente le forfait de 57 000 € qui avait été prévu dans la délégation de service public, qui en moins par le délégataire. Donc on s'est aligné sur cette somme-là et pas sur le réel. Comme le dit à juste titre Emmanuel Porc, nous avions au moment de la discussion de la DSP, nous avions demandé aux candidats à la délégation de faire 2 offres avec reprise du personnel ou sans reprise du personnel. L'entreprise qui a été retenue avait fait un différentiel de 57 000 € suivant qu'elle reprenait ou qu'elle ne reprenait pas le personnel. Et donc, nous avons effectivement repris cette somme-là, mais qui ne correspond pas à la somme que Cabourg assumait jusqu'à présent, sachant que, en tout état de cause, c'était compliqué, puisqu'il y avait des agents qui ne voulaient pas venir, il y avait des agents qui partaient en retraite. Donc, c'était assez simple de trouver, assez compliqué de trouver quel aurait été le bon étiage. On a trouvé que celui-là, qui était un chiffre fixé par l'entreprise, nous permettait effectivement de nous exonérer de calculs compliqués. C'est le seul complément que j'avais à faire, sinon c'est des compliments que j'ai à faire sur le schéma intellectuel poursuivi. Et merci de cette rectification, de cet ajout supplémentaire qui effectivement est une précision tout à fait exacte. Et pour que chacun l'entende bien, comme l'a dit Olivier, quand la ville de Cabourg, jusqu'à présent, assumait un déficit, dans ce déficit, elle avait les créneaux de ses propres enfants et elle avait également le fait qu'il y avait 2 associations qui avaient. Donc, comme on reprend exactement dans les mêmes conditions, ça veut dire que dans ce déficit, il y a les 2 associations. Et comme maintenant, toutes les communes sont facturées directement par le délégataire, on a retiré les créneaux de la ville, pour pas qu'à la fois la ville paye le délégataire et ait dans l'attribution de compensation le coût qu'elle assumait précédemment pour ses élèves. Voilà. Donc je trouve qu'on a fait les choses en parfaite équité et en bonne intelligence. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de voter cette modification libre. Donc avec la petite correction. Oui, bien sûr. Vous avez sur votre table, mais c'est donc 26 638 en l'occurrence. La nouvelle attribution de compensation. Et donc, enfin, il y a 2 articles. Hein. Le premier fixe l'attribution de compensation à partir du 1er janvier 2025. Et le second vise simplement à dire qu'une convention doit intervenir, puisque, j'allais dire, toute modification des attributions de compensation ne peut rentrer en vigueur que l'année suivante. Voilà. Donc, comme c'est pas rétroactif, il faut bien qu'on trouve un système depuis le 1er juillet jusqu'au 31 décembre. Et on le fera par voie de convention. Pas de questions, pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité. Ah, pardon. Alors, combien abstentions? 2 abstentions. Très bien, je vous remercie. Adopté. Et nous passons au point suivant. Participation de la communauté de communes aux travaux de mise en conformité des assainissements non collectifs des communes de Victo-Ponfol, Géraud et Beaufort-Druval. Et je donne la parole à Olivier Collin. Merci Olivier. Donc dans cette délibération, permettez-moi d'abord de vous rappeler que nous avons 2 systèmes d'assainissement, un collectif avec 9 stations d'épuration qui se situent essentiellement sur le littoral et sur la commune de Zulay. Et il y a aussi des petites stations d'épuration comme celle de Beuvron par exemple, ou Goustranville. Mais nous avons 2500 assainissements individuels. Sur ces 2500 assainissements individuels, aujourd'hui, on peut considérer que entre 45 et 50% ne sont pas conformes. Donc, j'ai longuement expliqué à l'agence de l'eau qu'il n'était pas imaginable d'avoir fait tous les travaux et toutes les études que nous avons faites et toutes les mises en conformité qui ont été faites au niveau de nos stations d'épuration et ne pas considérer un renouvellement sur le 12e plan qui arrive au 1er janvier de cette année sur l'assainissement non collectif. Et j'ai aussi fait remarquer qu'il était quand même surprenant sur une communauté de communes comme la nôtre, 39 communes, que vous ayez 3 communes, Victo-Ponfol, Géraud et Beaufort-Druval,
qui ne puissent pas bénéficier de cette aide à l'assainissement non collectif mise en place par l'Agence de l'eau. Donc, après de longues conversations, nous sommes arrivés à l'idée que, dans un esprit de solidarité territoriale, ces 3 communes bénéficieraient au même titre que les autres des mêmes prestations à la même hauteur. Donc cette délibération, elle est simplement pour prendre acte du fait que l'Agence de l'eau, alors là, entre le moment où nous avons émis la délibération et le moment où je vous parle, l'Agence de l'eau a augmenté son niveau d'intervention, normalement dans le 12e plan. Donc pour éviter de revenir devant vous, j'ai carrément pris le nouveau montant de subvention qui est de 7 200 €. L'Agence de l'eau le limite à 80% par dossier et par commune, par dossier dans la commune. Et donc, ce qui vous est proposé, c'est que aujourd'hui, on acte définitivement le fait que notre solidarité aura lieu sur notre budget assainissement, et donc les dossiers pourront être reçus à partir du 1er janvier de 2026, non sur 2025, et seront inscrits de façon à ce que ça suive le process normal. Devant vous, on vous a remis un petit livret. C'est l'explication de texte de la façon dont il faut faire. Naturellement, vous pouvez le demander à Noémie, au service communication, pour le distribuer à vos habitants. Je le trouve particulièrement bien fait et je peux vous dire, on peut la féliciter parce qu'il est pédagogique, on comprend bien et surtout, il explique bien qu'on ne doit pas faire les travaux avant de vérifier que son assainissement non collectif n'est pas conforme. Et la deuxième chose, de demander la validation de ce que la filière va imaginer comme assainissement non collectif. Fort de cet accord, immédiatement, tout se mettra en place avec l'Agence de l'eau pour 36 communes et avec nous pour 3 communes, mais le process sera rigoureusement le même. Et j'ai beaucoup milité auprès de l'Agence de l'eau pour que on prenne en considération ces 3 communes, parce que j'avais du mal à comprendre qu'on ne les prenne pas. Donc j'attends les délibérations finales sur le 12e plan et on pourrait avoir peut-être de bonnes surprises. Avez-vous des questions ? Oui, je te dis tout de suite qu'on n'autorise pas, enfin l'Agence de l'eau, l'ARS, l'Adréal n'autorise pas une maison dans un périmètre bien plus éloigné concernant un captage d'eau. Et que ça se renforce et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui se font avec la Chambre d'agriculture, justement pour regarder tout ce qui est au niveau des emplois d'engrais en particulier sur les parties qui sont proches de captage d'eau. Donc, je te dis tout de suite, les 35 mètres, c'est beaucoup plus. Oui, merci. Alors, c'est pas une question, hein, c'est 2-3 mots sur cette affaire.
En premier lieu, remercier infiniment le vice-président en charge des cycles de l'eau du travail effectué sur ce sujet. Ça fait des mois, voire des années, que j'ai appris la patience active sur le sujet de l'assainissement non collectif. Et je peux vous garantir que avec une délibération comme celle-ci, la NCPA ferait jouer la collaboration, la coopération intercommunale et donc le service public du dernier kilomètre. Moi, j'ai toujours trouvé particulièrement incompréhensible qu'un habitant de Beaufour-Druval ne puisse pas avoir la même zone d'influence microbiologique que les forges de Clermont, qu'un habitant de Géraud ou de Victo-Ponfol n'ait pas le même bassin ou la même tête de bassin qu'un habitant de Ruménil ou de Hotto. Et donc il fallait corriger ce genre de choses-là et que ce soit l'intercom qui le fasse. Je trouve que c'est une très très belle chose. En revanche, faisant partie des communes qui sont nommées, je ne prendrai pas part au vote puisque je ne vais pas être jugé parti sur ce sujet. Oui, je voudrais simplement signaler qu'en ce qui concerne l'assainissement individuel, en fait, une station d'épuration individuelle, une fosse septique, c'est environ 15 000 € à peu près, entre 15 et 20 000 €. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, ils puissent avoir quelques subventions. Mais pour beaucoup de propriétaires encore, ça reste une somme élevée, la différence. Et que beaucoup de travaux ne sont pas faits de mise de cette en conformité à cause de ces coûts, justement, qui sont quand même très élevés. Donc je me demande si des fois, dans certains cas, en fonction de certains budgets, de certains locataires ou propriétaires, peut-être que la communauté de communes pourrait peut-être abonder en plus, notamment sur ces financements qui sont accordés par l'agence de l'eau. Voilà, c'est une question parce que je pense qu'il y a des cas particuliers où ça mériterait quand même. Et souvent, ce sont des vieilles maisons. Ces vieilles maisons, c'est des vieilles fosses septiques qui sont plus conformes, qui polluent énormément. Et je pense que ces travaux ne seront jamais faits compte tenu de ces coûts. Alain, juste signaler comme ça de manière générale, je suis pour les mois qui viennent plutôt en recherche d'économie. Je le dis clairement. Enfin, on vient de recevoir notamment la compensation de CVAE. On perd 225 000 € par rapport à l'an dernier. 225 000 €. Et donc, je prévois, moi, quand même, des difficultés à boucler le budget. Et donc, je vais plutôt être dans la recherche d'économie aujourd'hui, même si j'entends ton propos. Et le cas échéant, parce que là, on rentre dans quelque chose, enfin, il y a aussi des propriétaires qui ont les moyens et qui ne font pas les travaux. Il appartient peut-être aussi au CCAS dans les communes de venir en aide à des personnes qui justifieraient de revenus très modestes. Oui, Olivier. Oui, et puis il y a des agents au département, il y a aussi des aides, j'allais dire, pour cela. Et surtout, il faut que vous sachiez tous que nous sommes dotés d'un logiciel qui, aujourd'hui, va suivre parfaitement l'assainissement non collectif. Le 12e plan, vous vous souvenez de mes propos, je vous les rappelle, il y a 6-8 mois, j'étais particulièrement inquiet sur le fait que ça ne serait pas reconductible. Je trouve déjà fabuleux que globalement, on ait l'agence de l'eau qui ait tenu compte de ça et qui nous permette d'avoir la moitié. Alors quand je vous dis, et là je prendrai à témoin Emmanuel, vous avez malheureusement des ventes qui s'effectuent. Ces ventes s'effectuent où automatiquement on a, j'allais dire, conformité ou non-conformité, on arrive à une non-conformité, et c'est logique, l'acheteur fait déduire le coût d'un assainissement, et puis on peut retrouver la même vente quelques années après, où on a exactement la même problématique, et l'assainissement n'a pas été fait. Alors je dis bien fort, ça va être terminé. Parce qu'aujourd'hui, on s'est doté à NCPA d'un logiciel
qu'on a mis tout un process pour le suivre et qu'on va serrer de plus en plus, parce que vous imaginez quand même pas que l'Agence de l'eau fasse autant d'efforts si nous n'avons pas des résultats. Après, la dernière chose, c'est que j'entends ce que tu dis, et si sur le côté humain, je peux naturellement souscrire à tes propos, le budget assainissement, c'est déjà un effort de solidarité de nous tous. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, sur nos stations d'épuration, c'est 55 millions qu'on enclenche. Et donc aujourd'hui, mon budget, il n'est pas élastique. Et donc, je ne pouvais pas accepter l'idée que j'ai 36 communes qui soient traitées d'une certaine façon et que j'en ai 3 qui ne le soient pas. Donc, tout s'est mis en place. C'est déjà un superbe effort de notre part en solidarité intercommunale et je ne saurais pas faire plus. Voilà. Et puis en plus, sur ce que tu dis, je ne crois pas que j'aurai la compétence. J'ai aussi un problème de compétence parce que je suis plus dans le social que je ne serai dans l'assainissement. Oui, je voulais m'associer à Alexandre Bouillon pour vous remercier, Olivier, pour ce travail de longue haleine et qui, effectivement, aboutit à quelque chose de positif. Donc, je voulais vous remercier officiellement. Merci beaucoup. Attends, je te redonne la parole. Oui, je voulais simplement rebondir sur ce que tu disais. Je pensais que l'assainissement s'autofinançait. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que comme il s'autofinance, en réalité, il y a l'assainissement collectif. Tu ne peux pas demander aux personnes de l'assainissement collectif d'aller payer pour l'assainissement non collectif. Donc ça veut dire qu'il y en a auxquels tu dois donner moins d'argent pour donner plus à d'autres? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a 55 millions de dépensés pour du collectif. Et je pense qu'il y a eu des réseaux qui ont été déployés dans les parties rurales qui ne le sont plus. Donc il y a eu quand même des campagnes qui ont été faites à l'époque qui ne sont plus maintenant, qui n'existent plus. Donc il y a, je pense, il y a quelque chose qui est à prendre en compte quand même. Mais ceux qui sont sur le collectif, ils payent le collectif dans leur facture d'eau et de manière conséquente. C'est pas la même. Crois-moi que c'est pas la même facture quand tu es en assainissement collectif et non collectif. Donc quand tu fais voilà, rapport, il faut. Ta station elle est vite amortie. C'est clair. Hein. Ah bah oui. Ah non, elle n'est pas. Ah si. Oui, Didier. Suggestion à faire à nos parlementaires, c'est de pouvoir déduire sur le revenu global, du point de vue fiscal, les frais de raccordement. Mais bon, je pense que c'est pas dans l'air du temps. Je pense également que on cherche plutôt à évacuer les niches qu'à en construire de nouvelles. D'autres questions sur ce point? Oui. Attends, demande la parole et ouais. Voilà. Et puis en plus, il faut donner son nom à chaque fois. Ouais, merci. Jean-Marc Payola. Voilà. Il y a eu un certain temps, je pense qu'il y a eu un recensement des assainissements non collectifs qui a été fait dans toute l'intercom, notamment au niveau de Cabaleur. Je pense que même au niveau de NCPA. Et il y a certaines personnes, je pense, qui ont ou qui doutent de la capacité de l'assainissement non collectif, leur assainissement. Je voulais savoir si l'intervention d'un technicien pour valider ou non cet assainissement, est-ce qu'il est facturé au propriétaire ou il revient, est-ce que c'est une action collective payée par un NCPA ou je ne sais pas. C'est le propriétaire qui paye. Sauf dans certains cas où nous décidons, je vous prends un exemple très précis, vous avez un cours d'eau, on décide de faire une vérification parce qu'on a des analyses sur le cours d'eau qui ne nous conviennent pas. À ce moment-là, c'est nous qui décidons de faire ce qu'on appelle une campagne de vérification. Et par contre, comme c'est nous qui décidons, c'est nous qui payons. Mais l'assainissement, les contrôles d'assainissement non collectifs sont à la charge du propriétaire. Et c'est à partir de cette non-conformité que ça enclenche les aides de l'agence de l'eau. Est-ce que c'est prêt? Tu as compris? Je suis clair. Géry?
Simplement une proposition. Alors, je ne sais pas à quelle strate administrative ça doit se prendre, mais en tout cas, on pourrait imaginer qu'on ne puisse plus vendre un bien avec une ANC qui ne soit plus conforme. On solutionnerait les problèmes. Tu peux répondre, s'il te plaît, Emmanuel? Dans le cadre d'un investissement, quelqu'un qui va acheter une maison à 350 ou 400 000 euros avec une ANC, ça passera, il ne sera pas à 10 ou 15 000 euros, d'autant plus que c'est subventionné prêt, et du coup, on n'aura plus de problème. C'est beaucoup plus facile de le faire en amont qu'à posteriori. On a quand même réfléchi, vu comme tu le présentes, c'est réfléchi au niveau du service, et donc c'est pour ça que nous avons ce logiciel. C'est-à-dire que le logiciel rentrera la date de vente, la non-conformité, la date exacte de la non-conformité, et bip bip, il fera coucou un an après pour qu'on puisse aller simplement demander un acte de conformité de cet assainissement-là. Et je rappelle que si les travaux ne sont pas faits, on peut facturer le montant de l'assainissement collectif multiplié par 2. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, on s'est rapproché de la façon dont ça se passe sur la communauté urbaine de l'agglo de Lisieux. Et soyons très clairs, on est en train de se préparer à tout ça. Parce que aujourd'hui, tout est mis en place pour que l'assainissement non collectif fasse des bons positifs. Nous avons des chiffres qui sont absolument un peu alarmistes. Oui, Alain? Oui, je voulais rajouter que s'il y avait des contrôles qu'il fallait faire, il faut les faire partout, et notamment dans le collectif, parce que le nombre de résidences encore qui ne sont pas en séparatif, où les eaux pluviales et les eaux usées sont dans le même tuyau. Donc si demain il y avait des contrôles à faire, je pense qu'il faudrait les faire de façon très générale. Tu sais, ça fait 4 ans que je ne m'occupe que de ça. Et je vais être clair, je passe au crible tout. Aujourd'hui, nos stations d'épuration sont conformes, et je peux te dire, on a une problématique, c'est sur les eaux parasites, c'est-à-dire l'eau de pluviale qui rentre dans notre assainissement et qui nous fausse les résultats de nos stations d'épuration. On a un schéma directeur que vous avez tous reçu, et on applique rigoureusement le schéma directeur et sans aucune problématique. Et là, derrière, la volonté, c'est véritablement de savoir, pour les qualités d'eau de baignade, où sont nos problématiques. Et aujourd'hui, je redis, cette année 2024, nous avons de l'excellence sur partout, et Oulgat est remonté en bonne. Et avec tous les travaux qui vont être faits dans la prochaine saison, je te dis tout de suite que nous allons récupérer l'excellence aussi à Oulgat. Il faut savoir que avec notre délégataire Veolia et avec la SOR sur Dezulé et autour de Dezulé, on va chercher où sont toutes nos pollutions. Aujourd'hui, le schéma directeur, on a ciblé, et on sait très bien, je prends le Drochon, on a 4 points sur lesquels on a des interrogations. Sur les 4 points, on est en train de faire les vérifications, et pour la saison prochaine, tout sera nickel. Donc ce que tu viens de dire, tu as raison, mais c'est déjà en place depuis minimum 2 ans. Pour donner une idée, quand même, je crois qu'on a entre 20 et 25 000 branchements de collectifs, et 3 000 en non collectifs, pour donner quand même aussi une proportion de ce que ça représente. Johan. Oui, par rapport au logiciel dont tu parlais, Olivier, sur pour le contrôle des assainissements non collectifs, je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que nombre de propriétaires ont parfois souscrit à des contrats entretien, et je pense qu'il faudrait en tenir compte pour éviter que NCPA dépense de l'énergie et du temps pour des contrôles sur des installations qui volontairement sont contrôlées annuellement. Alors, ça va être des déclarations spontanées du propriétaire. Voilà, mais aujourd'hui, je suis à récupérer toutes les ventes qui ont eu lieu sur les 2 dernières années, aller vérifier tout ce qui n'est pas conforme et faire en sorte que tout soit dans l'ordinateur pour que dans les plus brefs délais, on envoie un courrier demandant ce qu'ils ont fait. Et déjà ça, je veux te dire, sur notre territoire, combien de ventes par an ?
Chez moi, je peux te le dire. Chez les autres, je peux pas. Ouais, non, mais je ferai une multiplication. Non, bah, sur le territoire de Normandie-Pays d'Auge, on peut peut-être évaluer ça à, allez, je dirais, c'est pas facile, mais peut-être 15 000 actes de vente sur tout le territoire. Voilà. Donc, Cabourg, c'est déjà 1000. Dozulé, c'est 300-400. Vous voyez, si on fait sur les 33 communes... Je te dis, le travail, moi, la mission que j'ai donnée à Mélanie, c'est de récupérer les 2 dernières années, de bien les mettre et d'aller déjà le plus rapidement possible regarder ce qu'il se passe sur ces 2 années-là. Ensuite, naturellement, sur l'année 2025, ça sera automatique parce que ça sera dans notre logiciel. Et ensuite, on ira chercher le reste. Oui, mais les ventes se faisant, ça nous aide quand même bien. Ce que je voulais dire par là, c'était pour éviter aussi que NCPA impose un contrôle qui soit facturé au propriétaire. Si mais on va pas justifier d'avoir effectué son entretien. Dans un premier temps, je te rassure, on va pas demander, on va pas obliger. Dans un premier temps, on prend déjà toute la base que l'on a, qui nous arrive des études notariales. Je rappelle qu'il y en a à Dozulé, je rappelle que vous en avez à Merville, je rappelle que vous en avez à Dives, je rappelle que vous en avez à Cabourg. Donc, je vais être très clair, j'ai déjà largement de quoi m'occuper. Après, ça sera peut-être nos successeurs, hein. Parce que plus que 2 ans. Mais je vous dis quand même, regardez ce qui a été mis en place et le boulot qui a été effectué. Ouais, je voudrais simplement ajouter que ça fait quand même plus longtemps qu'il y ait des contrôles qui sont effectués sur l'assainissement collectif, puisque ça remonte même à la CCED, à ton mandat de président et avant. Ce qui nous manque, c'est pas tellement le contrôle, puisque dans l'assainissement collectif, le contrôle est systématique, sauf dans les copropriétés, si on peut justifier qu'on en a fait un il y a moins de 3 ans. Voilà. Donc sur tout le reste, à chaque vente, il y a un contrôle de conformité. Ce qui nous manque, comme dans toute réglementation, c'est la police. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire, et bravo, parce que c'est vrai que pour l'instant, il y avait de l'impunité. Et donc, tant qu'il n'y avait pas de police, comme dans toute réglementation, on passe à côté. Donc, c'est très bien. Il faut avancer sur le sujet et ça va dans le bon sens. Et sincèrement, j'aime mieux la pédagogie, j'aime mieux l'explication que la pénalité. Sauf que ça fait quand même 15 ans qu'on est dans la pédagogie. Et que maintenant, il faut peut-être passer, Emmanuel, comme tu es en train de le faire, comme vous êtes en train de le faire. Le logiciel, il va envoyer la lettre, si vous voulez, elle va sortir en automatique. Ça me va bien, ça me va bien. Elle va sortir en automatique, et le président l'a dit, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va écrire en bas, vous ne le faites pas, voilà ce que ça va vous coûter. C'est ça. Et pour ça, ceux qui sont très en avance sur ce sujet-là, c'est à Lisieux, sur l'agglo de Lisieux, et on s'est rapproché des services d'OB pour savoir comment ils faisaient et connaître comment on allait écrire les choses. Ok, on en revient au point de départ, à savoir donc le fait de voter pour que les 3 communes qui jusqu'à présent n'ouvraient pas droit à ces subventions au titre de la solidarité et de l'intercommunalité y aient droit. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Pardon, oui. Alors, abstention, non, ne participe pas au vote. Et en même temps, Géraud. Géraud également. Et Beaufour. Je pense qu'ils ne sont pas là. Donc 3 non-participations au vote. Traitement des effluents de la commune de Saint-Sanson. Donc, je vous rappelle que la commune de Saint-Sanson, leur assainissement est traité par la station d'épuration de Troarn, que nous avons un accord avec la communauté urbaine, que aujourd'hui, malheureusement, la station de Troarn n'est pas conforme, donc il n'y a pas le droit au permis de construire comme nous sur Saint-Sanson, que c'est une convention qui se signe entre Olivier Paz et le président de la communauté urbaine et qu'ils nous appliquent le coût du mètre cube d'effluent que ça leur coûte, c'est-à-dire aujourd'hui 0,9371
€ au mètre cube. Et donc, je vous ai fait le calcul, ça vous fait 3 675,30 € par an. Et donc, sur l'année prochaine, on va poser un débitmètre, parce qu'eux aussi sont à la... C'est bon, tu peux appuyer sur ton micro parce que je dis ça pour les personnes qui vont... Donc, pour 2024, il nous donne le chiffre de 0,9938 € hors taxe par mètre cube, mais le débitmètre, il va jouer sur 2025. C'est sur 2025. Mais ils nous ont demandé de poser un débitmètre. Ils n'en parlent pas. Non, oui, c'est pour la part variable. Et ça regarde que, j'allais dire, l'usager et la communauté urbaine. Nous n'intervenons que sur la part variable, et c'est relativement logique, puisque c'est des réseaux qui, normalement, devraient être dans à la responsabilité de NCPA. Appuie sur ton bouton, s'il te plaît. Disons que la pose du débitmètre, ça va être mis à la sortie de la station de refoulement. Tout à fait. Donc, toute la sortie, disons, toute la traversée des marais, ça sera à notre charge aussi pour l'entretien, mais ça sera sur Troarn. Tout ce qui est sur le territoire de Saint-Sanson est de notre responsabilité. Voilà. Mais d'après ce que j'ai lu dans la convention, le débitmètre sera mis à la sortie de chez nous, de la station de relevage, et ça ira, la canalisation sera à notre charge jusqu'à l'arrivée de la station d'épuration. Mais là, c'est toute la traversée de... On doit l'entretenir, mais le débitmètre est au poste de refoulement, c'est-à-dire concernant les habitations de Saint-Sanson. Oui, d'accord. Mais effectivement, en temps normal, si Troarn était dans le territoire de NCPA, c'est nous qui gérions l'arrivée à la station d'épuration. Donc là, il y a, à mes yeux, pas de problème. La seule chose, je me mets à leur place. Ils ont vu qu'ils avaient aussi beaucoup d'eau parasite. Ils ont une station d'épuration qui n'est pas conforme. Donc, ils font la recherche de toutes les problématiques. Et donc, ce débitmètre va être posé ou est en train d'être posé ou a été posé. Mais en tout cas, pour le 1er janvier 2025, il est posé. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, au niveau, là, actuellement, Troarn fait des travaux sur l'assainissement. Je pense qu'ils sont en recherche des eaux parasites pour remettre au niveau. Est-ce qu'on a une idée de quand on pourra avoir des permis de construire? Parce que là, chaque fois que je vois mon homologue Guillemin, qui est le VP de l'eau à la communauté urbaine, on parle essentiellement de PAPI, de PEP, on parle du problème du siphon de Bure, mais je te jure qu'il ne me parle jamais de la station d'épuration. D'accord. Non, mais bon. Après, sincèrement, je ne peux pas te répondre parce que là, je vais te dire une bêtise et je ne sais pas. Non, parce qu'après, c'est des questions qui nous sont posées
Mais je suis tout à fait d'accord. Je sais qu'il m'a simplement dit qu'il appliquait purement et simplement ce que nous avons vécu sur notre territoire. Je rappelle que pendant quasiment 3 ans, les communes de Dives, Cabourg ou Houlgate n'avaient pas le droit d'émettre un permis de construire. Et aujourd'hui, nous avons un droit qui n'est que, j'allais dire, sous condition de. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Parce que la condition, c'est le travail sur le pluvial, sur la commune de Cabourg, le travail du pluvial sur Dives et Houlgate. Et que, quand je prends en particulier Houlgate, la priorité que nous avons mis, c'est entre le golfe et la mer, on refait naturellement toute la canalisation d'assainissement, mais en même temps, on refait toute la canalisation d'eau pluviale. Oui, parce que chez nous, bon, les deux réseaux sont bien distincts. Le pluvial d'un côté et puis l'assainissement de l'autre. Donc, il n'y a pas de mélange. Oui, mais la station d'épuration, c'est peut-être tout à fait autre chose et c'est peut-être au plein cœur de Troarn. Je ne sais pas, effectivement, s'agissant de Troarn, est-ce que c'est la charge organique qui est trop importante? Est-ce que c'est... il y a des eaux parasites un petit peu. Les eaux parasites, oui. Mais, alors, enfin, on a eu le même problème. C'est sans doute plus difficile à régler au niveau de la communauté urbaine parce que l'échelle n'est pas la même. Nous, on a conclu, d'ailleurs, on a participé à ce que la DDTM se construise un modus opératoire qui fait qu'on a arrêté de bloquer les permis de construire à partir du moment où nous, on a démontré que année après année, on améliorait la situation. C'est-à-dire que les permis qu'on accorde en 2024, les habitants seront réellement connectés qu'en 2025 ou en 2026, et que nous, en 2026, on aura fait tel ou tel progrès, tels travaux qui permettront d'améliorer encore la situation. C'est comme ça qu'on a travaillé, et j'avais trouvé que c'était intelligent parce que c'était une relation de confiance entre l'État et la collectivité. Avec une précision, c'est que à aucun moment les rejets de nos stations d'épuration n'étaient pas conformes. On était dans le process pas bon puisque on avait trop d'effluents qui arrivaient, mais tout ce qui sortait de chez nous, la preuve c'est qu'aujourd'hui les rejets de la station d'épuration de Cabourg servent à humidifier la piste de l'hippodrome de Cabourg. Si ça n'avait pas été conforme, je te dis tout de suite qu'on n'aurait jamais eu le droit. Parce que là, pour la part variable, on ne peut pas avoir la même chose que les autres stations de NCPA. Ah ben non. C'est chaque station qui entre. Là, c'est la convention qu'on signe avec la communauté urbaine qui s'occupe de cette station d'épuration. Vous dépendez de celle-là. Oui, c'est ça. Et dans l'article 5, il y a, entre les deux communautés, il y a une commission qui peut se faire entre NCPA et Camp la Mer. Est-ce qu'un représentant de notre commune peut y participer aussi? En fait, cette commission, c'est à un moment donné, on se retrouve et rarement, Guillemin et moi-même, sur les différents problèmes de nos deux territoires. Et ça s'arrête là. Hein. Soyons très clairs. Non, c'est une question que je pose. Non. Là, c'est pas, j'allais dire, c'est des réunions de travail. C'est pas des commissions comme vous pouvez avoir l'habitude d'avoir. C'est des réunions de travail. Mais je promets que je le vois très très prochainement parce qu'on est en train de travailler sur le PEP et le PAPI, sur la problématique pour nous en particulier de la Dive et de l'Orne. Et donc, je lui poserai les questions et je te le redirai derrière. D'accord. Bon, ben, j'espère qu'ils iront vite à traiter le... je crois qu'ils ont beaucoup de soucis. Mais ça date il y a longtemps. Merci. Pas d'autres questions sur cette convention avec la communauté urbaine? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. On continue avec le cycle de l'eau et les travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement rue Jean-Baptiste Chevalier à Dozulé, l'avenant numéro 1. Alors ça, c'est simplement, c'est fini, c'est bien fait, il n'y a aucun problème. C'est simplement parce que on a découvert sur le dessous de la route des problématiques de ciment qui ont entraîné des modifications sur la rue, les travaux qu'on a faits, et on s'est retrouvé avec une augmentation substantielle quand même.
une augmentation. Et donc, si vous voulez, c'est simplement l'avenant qui est tout à fait classique, qui est de 14,80 si ma mémoire est bonne. Et je cherche le montant. 38 000 €. Voilà. Et on l'a passé naturellement en commission d'appel d'offres. Pas de questions, pas de remarques. Vote contre, abstention, unanimité, merci. Et on en termine avec le cycle de l'eau et l'assainissement, le marché public relatif à la mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la station d'épuration de Cabourg, avenant numéro 1. Alors, si vous voulez, notre AMO, c'est Bourgois. On avait imaginé au tout départ, main dans la main, j'allais dire, avec les services de l'État qui sont la DTTM, la DREAL, l'ARS, on avait imaginé une façon de faire et plus on est avancé, j'allais vous dire, dans la façon de faire, plus on s'est rendu compte que c'était pas jouable, à savoir mettre sur place un clarificateur, rajouter un bassin tampon, et donc on a remodifié la façon de faire. On est arrivé sur l'idée que une des problématiques, c'est les eaux parasites, mais c'est aussi les fines, c'est-à-dire que les sables qui attaquent et qui font une abrasion des membranes. Et donc, on s'est dit que la meilleure des solutions, c'était de refaire un dessableur, de rééquiper un dessableur et juste à côté de mettre un rack de membranes supplémentaires, ce qui nous permettra d'arriver aux 78 000 habitants, ce qui nous permettra d'avoir j'allais dire, la capacité hydraulique de 21 400 qu'on n'avait jamais en fait atteint. On était légèrement en dessous, mais toujours en ayant, à la différence de Troarn, des rejets qui sont parfaitement, j'allais dire, conformes. Et donc là, ce qui est proposé, c'est de dire que on a une évolution de la rémunération de 6 375 € hors taxe. On a des éléments du projet où vous avez une dévolution de 4 500 €, ce qui nous fait un montant total qui est d'augmenter de 11,40% et qui est en TTC, en hors taxe, à 28 774. Il faut savoir que ça a nécessité plus de 3 mois de travail supplémentaire. Merci Olivier. Des questions? Oui. Pour bien comprendre, c'est vrai que pendant ces dernières années, on pensait qu'il fallait remonter la capacité de cette station d'épuration justement par le fait d'avoir un bassin supplémentaire de rétention et épurer des eaux qui viendraient en abondance pendant les périodes de pic sur des périodes un peu plus light, si j'ose dire, en fréquentation. Mais ce que tu nous expliques, c'est que finalement, vous n'êtes pas parti sur cette méthode-là, mais sur une méthode de clarification supplémentaire de l'eau, des sables qui viennent irriter les membranes qui avaient été choisies à l'époque sur cette station d'épuration. Et donc ça, c'est moins cher que le premier procédé. C'est parce que le premier procédé, il était trop complexe à mettre en œuvre. C'est quoi les raisons du changement? Alors, la raison essentielle, c'est que il ne me semblait pas imaginable qu'on reconstruise une station d'épuration un peu plus loin. Ça, c'est clair. Et quand je dis ça, c'était quand même une idée qui était bien dans la tête d'un certain nombre de mes interlocuteurs. De l'État? Oui. Parce que leur inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, on a notre littoral à 10, 20, 50 et 100 ans. Et que la logique, c'était de dire, oui, mais attention, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est pour ça qu'en même temps, on a démontré tout le travail qui se faisait sur la GEMAPI et que j'ai insisté et qu'aujourd'hui, c'est bien acté dans la, j'allais dire, dans la tête de l'État qu'on ne peut pas avoir au milieu d'une digue un espace naturel sur lequel ni la commune de Cabourg, ni nous-mêmes n'avons action pour pouvoir protéger. Aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes bien dans l'idée que je dois récupérer l'intégralité physique de la digue et que derrière, on la protège. Ensuite, ce qui est le plus logique, c'est que
on se limite à 78 000 habitants, sachant que à terme, il faudra imaginer sûrement un développement qui aura lieu du côté d'Aubervilliers, de Gonneville, et que par gravitaire, on imagine quelque chose de très simple qui vienne prendre 3 000 à 4 000 habitants. Et ça, les services de l'État ont bien percuté là-dessus et ils n'ont pas trop de problèmes pour l'accepter. Et donc aujourd'hui, nous sommes limités et on a dit, nos rejets sont conformes, on est à 21 400, on travaille, on essaie de leur faire accepter qu'on ne soit pas jugé de la même manière en hiver et en été. Et ça, on est en train d'essayer de leur démontrer, mais ce n'est pas gagné. Et tout ça, c'est des réunions, juste pour votre information, qui ont lieu quasiment tous les trimestres. Tous les trimestres, nous rencontrons, Mélanie et moi-même, les services de l'État pour dire où on en est, ce que l'on fait, et tout de suite, ils en remettent une couche sur la GEMAPI pour savoir si effectivement on fait de ce côté-là aussi le travail. Parce que tout se lie. Juste pour compléter ta question, l'un des principaux problèmes, et on le sait, de cette station, c'est quand il y a des arrivées d'eau importantes à la suite de pluies et donc des débords qui, eux, ne passent pas par la station et ne sont pas traités. En réalité, il faut savoir qu'une station d'épuration, elle a une capacité nominale, c'est-à-dire on dit elle est faite pour 60 000, 80 000 habitants. Et cette capacité nominale, elle correspond à un nombre de kilos entrants de pollution multiplié par le nombre d'habitants. Il est arrivé à plusieurs reprises qu'on dépasse de 8-10% ce volume entrant, ce qui ne nous a pas empêché à la sortie d'être parfaitement conforme. C'est-à-dire qu'en réalité, la station, elle peut plus que la valeur nominale pour laquelle elle a été construite. Bon, donc on va faire valoir ce plus. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que qu'est-ce qui ralentit notamment le passage de l'eau, puisque quand il y a beaucoup d'eau, c'est qu'effectivement, quand il y a des sables qui s'accumulent, ils empêchent la filtration dans de bonnes conditions. Et donc l'idée, à la fois pour préserver les membranes, puisqu'on a vu qu'elles n'avaient pas duré le temps pour lequel on avait envisagé au départ qu'elles durent, c'est d'avoir un nouveau dessableur, mais on a déjà un, mais un second dessableur, de manière à essayer d'éviter au maximum qu'on ait des sables qui arrivent au niveau de la filtration. Et donc, on gagnera du débit aussi avec ça. Débit, oui. Voilà. Oui. Sandrine Le Baron, vous dites que les rejets sont gérés et que les eaux Ils ne sont pas gérés, ils sont conformes. Ils sont conformes. Alors, qu'est-ce qui explique cette odeur nauséabonde quand il y a des rejets dans la mer la nuit? Alors, enfin, ce que je dis, faut pas se méprendre. Je dis que quand les eaux passent par la station d'épuration, les rejets sont toujours conformes et l'eau est épurée normalement. Ce qui arrive parfois, donc, lors d'abats d'eau très importants, c'est que les bassins de rétention ne suffisent pas et qu'il y a un bypass, c'est-à-dire qu'on est obligé, il y a une partie des eaux qui passe directement dans la dive au lieu de passer par la station d'épuration. Alors, moi, je ne sais pas, la nuit, il y a des odeurs particulières. Cette semaine, il y a eu un rejet, oui. Alors, normalement, les rejets, je suis immédiatement informé. Cette semaine, je n'ai pas eu d'information. Donc, je poserai la question, mais là, il y a aujourd'hui, pour votre information, que ce soit pour la SOR de Zulé ou que ce soit pour Cabourg, Veolia, on les voit tous les mois. Et on a un process au cas où vous avez ce qu'on appelle un bypass. Et donc, dès qu'il y a un bypass, on est informé. Après, qu'il y ait une certaine odeur autour de la station d'épuration de Cabourg, c'est possible parce qu'on reprend en même temps tout le problème de l'engrais, des boues, de tout ça, on le retraite et normalement, au bout du compte, on devrait avoir nettement moins, voire pas du tout d'odeur. Mais j'allais dire regardez ce qui s'est passé à Valence. Regardez ces tonnes d'eau qui sont arrivées. Regardez comment les voitures ont été bousculées. Il faut imaginer que quand vous avez des abats d'eau, nos canalisations ne suffisent pas.
Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est qu'on travaille sur notre pluvial et que le pluvial, on puisse le renvoyer naturellement, j'allais dire, à la mer, le passer par des cours d'eau, la dive, et ça, c'est le plus important. Il faut véritablement que notre assainissement ne soit pas lié aux abats d'eau. Et c'est ce que nous demande l'agence de l'eau. Hein. Il n'a pas beaucoup plu. Hein. Non, mais c'est pour ça que je n'ai pas, à mes yeux, j'ai pas de rejet. Hein. Voilà, on vérifiera, mais je suis très étonné au regard de la pluviométrie qu'il puisse y avoir eu un débord. Voilà. Pour rejoindre, parce que j'étais en réunion cet après-midi. Je vais même le faire tout de suite. En direct. Et comme ça, je pourrais vous le donner tout à l'heure. Juste pour rejoindre ce que disait Olivier sur Valence et sur les inondations qu'il y a eu, j'étais cet après-midi en réunion sur les déchets. À Valence, il y a 120 000 véhicules hors d'usage. Et aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on va gérer ça. Pour l'instant, ils sont poussés dans le coin des rues, enfin partout, il y en a partout. Mais comment est-ce qu'on gère 120 000 épaves de voitures voilà. Enfin, il y a une mission d'étude. Enfin, le Premier ministre a demandé justement à ce qu'on se penche sur des questions comme ça, parce que visiblement, enfin, je veux dire, il n'y a pas de tri, il n'y a pas de. Ben oui, on ne sait pas faire, exactement. Ok, on en revient donc pour ce marché public pour la réhabilitation de la station de Cabourg. S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie et je remercie Olivier Collin pour cette présentation et pour le travail remarquable de son équipe sur tous ces sujets. On passe à la convention territoriale globale. On en a déjà parlé et en bureau et ici. Et c'est l'autorisation du président à signer la convention avec la Caisse de l'allocation familiale du Calvados. Et je donne la parole à Kelly Davout. Alors, la Convention territoriale globale, comme vous le savez, c'est une démarche qui est fondée sur le partenariat, notamment, pour renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination, et surtout la cohérence éducative. C'est aussi renforcer le partage des compétences dans de nombreux domaines. Et avant tout, c'est une vision globale et décloisonnée de l'offre pour les familles. C'est faciliter la prise de décision, de fixer des objectifs, d'adapter des actions au projet de territoire, tout en optimisant l'offre de services et valoriser notamment les actions co-construites avec toutes les instances, la CAF, les associations, les communes, bien entendu, et l'intercommunalité. Je voudrais vous préciser aussi les actions qui ont été réalisées sur l'année 2021 à 2024. Sur la petite enfance, il y a eu effectivement cette création du schéma global qui visait à répartir d'une façon équilibrée les modes d'accueil sur notre territoire. Il y a tous les projets de formation, puisque vous savez que nous avons de la pénurie sur ces métiers. Et il est important de valoriser aussi ces métiers d'assistante maternelle. C'est aussi valoriser le développement, la qualité du service dans le cadre du Fonds d'innovation petite enfance. C'est toute la sectorisation des relais petite enfance que nous avons réalisé, le développement des accueils collectifs, soit demi-co-crèches, alors qu'il n'existait qu'une seule crèche précédemment. Et puis aussi, c'est beaucoup d'ateliers qui sont proposés par le schéma départemental du service aux familles. Concernant l'enfance et la jeunesse, donc il y a la création d'un accueil de loisirs à Offreville, d'un local jeune à Dozulé, d'une unité mobile de la maison des adolescents à Dives-sur-Mer et un lien renforcé avec la mission locale, bien entendu. Sur l'action parentalité, donc il y a eu la création du festival Petite Enfance qui perdure, bien entendu, les rencontres des familles à la bibliothèque, les soirées familles proposées dans différentes structures qui traitent des sujets comme l'environnement, la petite enfance,
la jeunesse, des ateliers toujours proposés aussi aux familles dans le cadre du schéma départemental, et puis aussi la création d'un contrat local d'accompagnement à la scolarité à Dives-sur-Mer. Et puis la quatrième action, c'est l'animation de la vie sociale, donc la création d'un espace de vie sociale à Amfreville et à Cabourg. Comme vous le voyez, chers collègues, vous avez bien entendu, les familles s'animent et s'animeront avec le renouvellement de la Convention territoriale globale, avec la CAF, aussi, bien entendu, et les communes de Dives-sur-Mer, Cabourg, Amfreville, Bavans. Et je pense que c'est effectivement quelque chose de très important, puisqu'on a réussi à mailler un peu notre territoire. Et toutes ces actions nous amènent à avoir des champs d'intervention qui sont cohérents. C'est pourquoi, pour continuer cette démarche, donc la CAF, l'intercommunalité et toutes les communes signataires ont constitué donc un comité de pilotage. Et il faut savoir que sur l'année 2021-2024, nous avons eu 6 comités de pilotage, dont des comités techniques. Et il est important d'avoir tous ces comités qui permettent d'avoir vraiment cette cohésion territoriale. Et considérant donc ce bilan qui paraît plutôt positif, donc il vous est proposé aujourd'hui d'approuver et d'autoriser Monsieur le Président à signer donc la nouvelle convention territoriale globale pour 2025 à 2029. Donc voilà, si vous avez des questions, des choses qui vous interpellent. Merci Kelly pour cette présentation. Pierre Moiret. Oui, tout d'abord pour saluer le travail qui a été fait dans le cadre de la Convention et dire toute l'importance que ça peut avoir pour des communes comme la commune de Dives, l'aide de la CAF en particulier pour la mise en œuvre des politiques en direction des familles et des enfants. Donc vraiment, je tenais à saluer le travail qui est fait. En plus, une cohérence sur le plan territorial avec une vision globale sur l'ensemble du territoire, ce qui est aussi un intérêt, et qui a permis de voir à la fois les manques et d'essayer de les combler. La ville de Dives ayant participé avec la création de la microcrèche qui a été inaugurée dernièrement. Et dans les propositions qui sont faites par rapport à la future convention qui se met en œuvre aujourd'hui, eh bien, bon, on salue ce qui est proposé, mais par contre, je pense que j'ai pas vu de souligner trois choses pour la ville de Dives que nous avons adopté nous en conseil municipal, puisque vous savez, on a approuvé nous aussi dans les conseils municipaux le CTG, et c'est la mise en œuvre du permis de louer qui a été mis en place sur la ville de Dives, l'OPA, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat en matière d'habitat, puisque c'est un des 4 axes de la convention, et c'est assez important en matière de logement et d'habitat, et puis le maintien du mi-temps chargé de coopération CTG qui a été attribué donc à notre responsable du service jeunesse. Donc je j'ai pas de souci, hein, ça sera pris en compte, mais c'était pas inscrit dans la programmation de la convention que nous adoptons aujourd'hui. Par contre, nous on l'a adopté sur le plan local. D'accord. De toute façon, la CAF, c'est la CAF qui finance oui, bien le sûr, mi-temps. tout à fait. Et donc la coordination comme NCPA, donc nous avons une personne qui coordonne. Qui est bien noté. Aussi, donc ça fait partie du schéma global. Ok. Non, mais c'était pour signaler. Ça sera pris en compte de toute façon. Oui, tout à fait. D'autres questions? Je soumets, donc merci Kelly, je soumets à votre vote, donc pour m'autoriser à signer et puis approuver le principe général. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci.
Nous passons... Pardon. Pardon? Tu peux me donner la parole 15 secondes? Ah oui. Alors, nous revenons à l'assainissement. Juste, Sandrine, pour te dire que Loïc Tapon, qui est le responsable de la station d'épuration de Cabourg, et Mélanie Roche viennent de me répondre toutes les deux, il n'y a pas eu de bypass cette semaine. Oui. C'est... Ah non, il ne faut pas dire. Ah non, non, le bassin tampon, il se charge en eau que... on peut le... Il n'y a eu aucun... On va rechercher bypass. dans le bassin tampon après, nous, hein, normalement. Non, il n'y a eu aucun bypass, soyons très clairs, il n'y a eu aucun bypass des bassins tampons, ni de la station d'épuration. Je n'ai aucun bypass, où que ce soit sur notre ensemble d'assainissement. Et ça, c'est vérifié par nos services et vérifié par le responsable, notre délégataire. On a approuvé ou pas? Je ne sais plus pour le coup. Oui, on avait approuvé avant. On passe donc aux ressources humaines avec, merci Patrice Germain, pour commencer, modalité de gratification de stage. Oui, merci. Effectivement, nous recevons assez régulièrement des stagiaires. Alors, il faut quand même bien définir ce qu'est un stage. Le stage, c'est une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel. Donc, le stage, ce n'est pas une compensation de moyens pour des activités de tâches régulières ou de, comment dire, ou d'augmentation du travail quand il y a des accroissements de tâches ou pour remplacer des gens qui seraient temporairement absents. C'est bien spécifiquement une période qui doit être, où les activités doivent être conformes au projet pédagogique du stagiaire, projet pédagogique qui a été arrêté, défini avec le stagiaire par son établissement d'enseignement et qui est validé par notre structure. On est bien dans ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, c'est une convention tripartite, donc signée entre l'établissement, nous-mêmes, l'établissement d'enseignement, je veux dire, l'intercommunalité et le stagiaire, qui définit l'ensemble de ces éléments. Si le stage dure plus de 2 mois, alors ça peut être 2 mois consécutifs, quelle que soit la période, ou 2 mois éventuellement non consécutifs à l'intérieur d'une année scolaire. Si le temps de stage dépasse les 2 mois, le principe donc d'une gratification de stage est prévu. J'ajoute que le temps de stage sur une année scolaire ne peut pas dépasser 6 mois. Alors, la gratification, elle ne peut pas elle-même dépasser 15% c'est du SMIC, et elle peut être payée, elle est affectée à chaque heure effectivement d'activité du stage. Elle peut être payée soit en fonction du nombre d'heures à chaque fois ou en une fois, ou elle peut être, si le temps de stage est suffisamment long et le justifie, elle peut être forfaitisée pour une répartition mensuelle égale sur l'ensemble de la durée. Il convient, nous avons actuellement plusieurs stagiaires qui commencent des stages, donc il convient effectivement que nous instituions cette problématique, que l'on crée la possibilité de gratifier les stages, et donc c'est l'objet de la délibération qui est là.
donc d'instituer la gratification pardon, j'ai dit tout à l'heure du SMIC, c'est 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Le calcul de la gratification s'effectue donc en fonction des heures réellement effectuées et elle peut être versée mensuellement, comme je le disais. Donc, premièrement, instituer dans ces conditions la gratification du stage, autoriser le président ou toute personne qu'il désigne à signer les conventions de stage et tous les documents nécessaires, inscrire les budgets nécessaires, les crédits nécessaires au budget et d'autoriser le président à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, Alexandre. Alors, pas obligatoirement en question, remarque, mais bon, c'est d'une grande normalité puisque c'est exactement la même chose que dans le privé. Oui, tout à fait. À un détail près, à un ou deux détails près dans la formulation, en fait, la gratification, elle est exonérée de charges quand elle n'excède pas 15% du plafond. Mais elle n'est pas nécessairement en deçà des 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Au-delà des 15%, on paye des charges. C'est ça. Donc, on peut se permettre de rémunérer des stagiaires au-delà de ce montant-là. Et une autre question, on vote ça maintenant. Qu'est-ce qu'on avait avant pour nos stagiaires? Ok. Bon. C'est tout. Merci. Oui, oui. Continue. Pas d'autres remarques. Donc, je vous remercie d'adopter. Pas d'opposition. Pas d'abstention. Unanimité. Merci. Et nous passons aux modifications des conditions de versement du régime indemnitaire. Alors, ça concerne effectivement l'ensemble des agents, mais ce qui fait l'objet d'une modification ne concerne que les situations de congés de longue maladie ou des congés de grave maladie ou les congés de longue durée. En effet, le Code général de la fonction publique dispose que nous ne pouvons pas mettre en place des conditions qui soient plus favorables que celles qui sont mises en place dans la fonction publique d'État. Or, jusqu'à présent, la fonction publique d'État prévoyait que dans le cadre de ces congés de longue maladie, longue durée ou grave maladie, le versement du régime indemnitaire était suspendu. Or, par un décret de août 2024, à compter du 1er septembre 2024, le maintien du régime indemnitaire est possible, pas obligatoire, mais possible, dans la limite des proportions suivantes, 33% la première année et 60% les deuxième et troisième années. En cas de congé de longue durée, les primes restent suspendues. Alors, avant que nous soyons contraints de suivre les règles de la fonction publique d'État, nous maintenions une part du régime indemnitaire pour les agents qui étaient en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie. Puisque nous avons été obligés de l'interrompre quand la règle de 2010 a imposé cela dans le cadre de la fonction publique d'État, puisque de nouveau nous pouvons le faire, il vous est proposé, donc c'est l'objet de la délibération que je vous propose, de rétablir cette possibilité dans les conditions qui ont été indiquées, c'est-à-dire dans la limite de 33% la première année et 60% les deuxième et troisième années. Et cela prendrait effet, si vous le votez, à compter du 1er décembre 2024.
Merci beaucoup, Patrice. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Où on ne fait en réalité que reprendre des évolutions réglementaires qui sont intervenues. Alors, je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Et c'était donc le dernier point à l'ordre du jour, sauf s'il y avait une question diverse. Eh bien, puisque ce n'est pas le... Pardon, excuse-moi Thierry, je regardais pas du bon côté. Oui, Monsieur le Président, Thierry Cambon. J'avais demandé il y a quelques temps déjà que les transmissions des comptes rendus des conseils communautaires soient réparties à nos conseillers municipaux. Or, il s'avère qu'on n'a toujours pas de transmission de ces conseils communautaires. J'ai l'impression que ça a l'air d'être très compliqué. C'est sur le site de NCPR, non? Je pense que c'est une obligation légale. C'est une obligation légale, je le dis très, très clairement. Alors, je sais qu'on a eu des problèmes parce que, alors, il faut peut-être redemander à toutes les communes de nous faire remonter les adresses mail, peut-être, pour être sûr. Mais c'est une obligation que nous avons. Et j'allais dire, au-delà de l'obligation légale, j'ai toujours dit que c'était la seule solution si on ne voulait pas d'avoir une démocratie à deux vitesses avec des conseillers municipaux qui ne se sentent pas concernés par entre guillemets, les grandes décisions que nous pourrions être amenés à prendre. J'aimerais bien que ça soit une décision qui prenne acte ce soir et que ce soit mis... Ça a été, non, mais je sais que ça a été évoqué il y a 6 mois où voilà, donc il faut qu'on y arrive. Hein, à un moment donné. Oui, je donne la parole, si vous m'y autorisez, à notre DGS. Merci, Président. On peut le mettre en place naturellement et on peut en prendre acte. En revanche, alors c'est un sujet qui est récurrent dans les intercommunalités, notamment depuis la loi engagement et proximité, du coup qui fixe effectivement l'obligation pour les intercommunalités de transmettre l'ensemble des éléments aux conseils municipaux. Pour les communautés de communes avec beaucoup de communes, ce qu'on considère beaucoup de communes, c'est après 25-30 communes, ça génère en réalité des bases adresses qui sont très importantes, puisqu'on doit cumuler l'ensemble des bases adresses des conseillers municipaux. Quand on a une intercommunalité à 5, 6 communes ou 10 communes, c'est à peu près gérable. 600 ça doit faire, non? Je pense qu'on doit être à plus de... Au total, on est à plus de 1000. Hein. Si. On a des bases adresses qui sont très importantes. Pour être à plus de 1000, il faudrait qu'il y ait plus de 20 conseillers municipaux. Il y a 40 communes. Donc s'il y avait 20 conseillers municipaux par commune, ça en ferait 800. On est à 650, pas plus. Mais non, il y a plein... Enfin, Johan, il y a combien de conseillers municipaux chez toi? 7. Non, mais... 8, mais non, mais à part les grosses communes, il y a au maximum 650 conseillers municipaux. Bon, quoi qu'il arrive, on va... Ce qu'on propose, c'est surtout de faire une campagne. Donc, en réalité, les maires peuvent être la porte d'entrée, mais ou les DGS et secrétaires de mairie, comme on travaille quand même assez régulièrement avec cette communauté des DGS et secrétaires de mairie, pour bien nous faire remonter les adresses e-mail de l'ensemble de vos conseillers municipaux. Il peut y avoir certains cas de figure où vos conseillers municipaux, en revanche, n'ont pas d'adresse ou ne souhaitent pas des envois mail. On devra s'assurer d'un envoi papier, on le fera et on prendra notre responsabilité dessus. Ce qu'on a besoin, c'est effectivement d'effectuer cette campagne où l'ensemble des adresses nous remontent. Les communes doivent aussi s'engager à nous faire remonter en cas de changement d'adresse email pour être certain qu'on a bien toutes les adresses de manière actualisée. Oui, Thierry. Oui, enfin, en début de mandat, si je me rappelle bien, j'ai dû transmettre à la communauté de communes au moins 3 fois les adresses mail de mes conseillers municipaux, parce qu'on me l'a réclamé. La première fois, on me l'a réclamé, comme dans toutes les communes. On les a fournis, ça a été perdu. On l'a refourni au moins 1 ou 2 fois. On va recommencer, hein. C'est pas un problème. Mais prenez-en acte. Oui. Parce que
Ah, merci. Ça y est. Ah non, t'as rappuyé. On va pas y arriver. Ah, la technique. C'était pas le cas de toutes les communes. Mais à Bréville-les-Monts, sans la citer, ma commune, au début, les conseillers ont reçu effectivement les comptes rendus. Mais ça n'a pas perduré. Effectivement. Là, j'ai posé la question au dernier conseil, ils ne recevaient plus les comptes rendus. Oui. Donc ça a marché à moitié. On va remédier à cela. Oui, Harold. Oui, enfin, nous, pour terminer, on le fait déjà, ça pose pas de problème dans notre mairie. Auquel cas, ceux qui le font déjà dans leur mairie, on reste comme ça, et puis vous n'envoyez qu'aux conseillers qui le demandent, parce que sinon, ça simplifierait au niveau du nombre. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que toi, tu le reçois, tu le retransmets à tes, oui, ça paraît conseillers normal. municipaux. Très bien, bonne soirée à tous. Ah pardon, Bernadette, une petite intervention. C'était bien de transmettre aux mairies, et c'est le secrétaire de mairie qui transmet aux élus, quoi. C'est pas compliqué. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, on le transmet à toutes les mairies. Bon, mais simplement, il faut à un moment donné déterminer quel est le rôle de chacun, parce qu'autrement, ça ne peut pas marcher. Jean-Luc? Non? Oui, non, c'est un autre sujet, moi. Ah bon? Simplement, ça fait des années qu'on le demande. Est-ce qu'on peut mettre un fichier pour les prochains vœux, que chaque commune se positionne, qu'on ait un fichier NCPA pour ne pas cumuler les vœux sur les mêmes jours? Alors, je veux dire, on a une boucle WhatsApp des maires. On le fait sur la boucle WhatsApp parce qu'autrement, c'est pas véritablement le rôle. Si vous voulez. Le rôle de Non, de si vous voulez. Ce qui est dommage, c'est quand quand on a 2-3 vœux en même temps, c'est toujours embêtant. En plus, toutes les communes le font pas, donc ça serait bien. Si tu nous dis passer par WhatsApp. Oui, non, mais je propose que la boucle WhatsApp permette chacun met sa date et le cas échéant, ceux qui peuvent encore, qui la décident maintenant et qui pourraient la bouger, ils la bougent. Enfin, c'est vrai que des fois, il suffirait de rajouter 1 heure et puis ça permet de voilà, ça permet de caler. Voilà. Ouais. Bon, on passera par WhatsApp, il n'y a pas de souci. OK. Bonne soirée à tous. Merci.